La première, 9h, 10h, l'histoire continue. Bertrand Haine, Hélène Maquet. Moi, je suis à bout. Mais je n'accepterai jamais la violence. Moi, ce qui m'emmerde le plus, c'est qu'on est en train de défendre quelque chose de juste, quelque chose de beau, quelque chose de noble. Quand est-ce que ça va se terminer, la traque aux conducteurs que vous avez mis en place depuis que vous êtes là ? Colère noire, gilet jaune, ce slogan inscrit sur une pancarte plantée sur un rond-point est peut-être la meilleure manière de résumer ce mouvement qui a soulevé la France et la Belgique il y a 5 ans. Quand les gilets jaunes ont déboulé sur les ronds-points puis dans les rues des grandes villes en 2018, personne ne les avait vraiment vus venir. Et pourtant, c'est bien ce qui s'est passé. Un peuple épars s'est rassemblé sur Internet, sur Facebook, et s'est organisé pour crier sa colère. En cela, les gilets jaunes sont un mouvement social inédit. 5 ans plus tard, que pouvons-nous comprendre de ce qu'il s'est passé pendant ces quelques mois de contestation ? C'est ce que nous allons tenter de faire. La première, L'histoire continue. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Histoire continue. Alors en lançant cet épisode consacré au mouvement des gilets jaunes, il faut être honnête, nous ne nous étions pas vraiment rendus compte à quel point ça allait être compliqué. Pas tellement compliqué à comprendre, mais compliqué à décrire. En quelques mois, en 2018 et 2019, il s'est passé beaucoup de choses en même temps et beaucoup de choses inédites. En plus, les dynamiques ont été très rapides. Avec le recul, on se dit qu'il y a vraiment beaucoup de choses à décortiquer dans ce mouvement des Gilets jaunes. Il y a comment le mouvement est né, en particulier via Facebook. Il y a les revendications elles-mêmes, les raisons de la colère. Il y a les questions démocratiques qui sont soulevées par ce mouvement. Et puis la question des violences policières et de l'usage des armes qu'on appelle sublétales. Puis il y a les aspects culturels. Les Gilets jaunes ont été un mouvement qui a créé des codes culturels assez forts. Le port du gilet jaune, les slogans, les chansons, la forme des lives sur Facebook. Les Gilets jaunes, c'est un épisode absolument foisonnant qui a aussi été difficile sur le moment, au moment où ce mouvement a surgi. Ça a été compliqué à couvrir pour les médias, raison pour laquelle nous avons décidé d'inviter Arnaud Mercier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en sciences de l'information et de la communication à l'université Panthéon-Assas. Vous êtes avec nous depuis Paris. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous avez coécrit un ouvrage titré « Les Gilets jaunes, un défi journalistique ». On le disait, le mouvement des Gilets jaunes, il y a quelques années maintenant, c'était en 2018-2019. Il fallait se donner un peu de temps, un peu de recul pour comprendre ? Oui, comme toujours, la science avance dans un rythme qui n'est pas celui du journalisme. Effectivement, il faut prendre le temps du recul critique, mais aussi de l'analyse de terrain. Et là, en l'occurrence, j'ai été quand même relativement vite, si je puis dire, puisque 1 an après le commencement de l'effritement du mouvement, dans le cadre d'un séminaire de master, j'ai proposé à mes étudiants de faire systématiquement leur mémoire de master sur la médiatisation des Gilets jaunes, en prenant pour chaque cas un média ou une question transverse à plusieurs médias, ce qui a donné lieu à ce travail. Et en plus, avec Jean-Marie Charon, on a organisé, ça a été très utile, des séminaires de prise de recul dans 6 grandes villes de France, avec des journalistes, il y en avait toujours entre 15 et 20, pour voir quels enseignements ils tiraient, quelles difficultés ils avaient rencontrées face au caractère assez inédit de ce mouvement. Et c'est aussi le fruit de ces séminaires de réflexion des journalistes sur leur propre travail qui a donné lieu à ce livre. Nous écouterons également le sociologue Marc Zune dans cette émission. Il est allé sur le terrain avec les Gilets jaunes en Belgique pour tenter de comprendre leurs revendications et leurs spécificités belges. Mais avant, on se replonge dans nos archives, sur les ronds-points et dans les rues. « 1er décembre 2018. Ils sont une centaine, massés autour de la flamme du soldat inconnu, gilets fluo sur leurs vestes d'hiver. Derrière eux, la fumée des lacrymos barre la vue vers les Champs-Élysées. Des cris retentissent. Anticasseurs, pacifistes. Ils entonnent ensemble la Marseillaise, l'hymne national français. Cette image résume assez bien la confusion qui règne sur les Champs-Élysées et au pied de l'Arc de Triomphe en ce dimanche après-midi
acte 3 du mouvement des Gilets jaunes. Les premiers manifestants sont arrivés dès 5h du matin. À 9h, la police était dépassée et les autopompes crachaient déjà leur jet d'eau. La foule n'a pas pu être contenue sur les Champs-Élysées comme c'était prévu. Or, qui est dans la foule ? Qui sont ceux qui mènent la fronde ? Sur l'Arc de Triomphe, il y a des tags du GUD et des croix celtiques, signe de l'extrême droite. Il y a aussi des tags provenant de l'extrême gauche. La police dit avoir vu des membres des Black Blocs. Mais avec les gilets sur le dos, la marée est jaune. On est le peuple. Un gilet noir et jaune. Le peuple. Si on bouge pas, rien ne bougera en fait. Il n'y a pas de dialogue en face, ils nous prennent pour des cons. On va leur montrer c'est qui les cons aujourd'hui. Dans l'odeur des lacrymos et des palettes qui brûlent, plusieurs personnes ont pénétré dans l'Arc de Triomphe. La porte blindée a cédé sous les coups d'un banc public utilisé comme bélier. Une célèbre sculpture, le départ des volontaires, un buste de Napoléon, plusieurs œuvres sont dégradées. Dans la foule, il y a donc, selon toute vraisemblance, des groupes politisés et déjà organisés qui s'affrontent entre eux et affrontent la police. Et puis, il y a ceux qui sont venus depuis leur rond-point pour la première fois à Paris et qui ne comprennent pas très bien comment la violence a pu se déchaîner. J'ai manifesté autour d'un rond-point, bon ça n'a rien à voir et après on se rend compte quand on est ici ce que ça peut être parce qu'à la télé c'est pas du tout ça, on s'imaginait pas quoi. Il y a ceux qui ont décidé de protéger la flamme du soldat inconnu et qui chantent la Marseillaise et puis ceux qui, face aux charges des CRS, se sont radicalisés en cours de journée, comme ce jeune homme blessé à la main. Moi, ce qui m'emmerde le plus, c'est qu'on est en train de défendre quelque chose de juste, quelque chose de beau, quelque chose de noble. Et on se laisse embarquer dans le jeu du gouvernement qui joue la provocation et qui nous force finalement, pour se faire entendre, à faire des trucs que moi, je cautionne pas de base. Moi, les gens qui vont se lever demain matin avec leur bagnole cramée, j'ai de la peine pour eux. Et ça me fait chier parce que c'est pas pour ça que je me bats, c'est pas pour griller la vie des gens. C'est pour empêcher qu'on se fasse exploiter par nos élites qui se pensent clairement au-dessus de nous. Et voilà, on est juste de la marchandise, bon, à leur faire toujours plus de profit. Le lendemain, justement, l'État français est encore sous le choc. Les policiers aussi. L'état-major n'avait jamais envisagé une telle violence. Le président de la République, Emmanuel Macron, est en déplacement à l'étranger. Il prend rapidement la parole. Dès demain matin, à mon retour, j'ai convoqué une réunion avec le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur et l'ensemble des services compétents. Je respecterai toujours les contestations. J'entendrai toujours les oppositions, mais je n'accepterai jamais la violence. Le président de la République affiche donc la fermeté face à ce mouvement des Gilets jaunes qui monte en France depuis des semaines. Difficile de dire exactement comment les choses ont commencé. Tout juste sait-on qu'une série de messages se sont rencontrés, se sont agrégés, ont fusionné pour donner ce grand mouvement né en ligne et sur les ronds-points de France. Le 29 mai, des mois plus tôt, une pétition est mise en ligne. C'est une jeune femme, Priscilla Ludowski, qui en est à l'origine. Elle y détaille, elle y dissèque un phénomène qui touche de nombreux Français, l'augmentation du prix de l'essence, et écrit en substance ceci: il y a bien un contexte économique, géopolitique, environnemental qui peut expliquer le coût de l'essence, mais là-dessus, il est hors de question que le gouvernement augmente les taxes sur l'essence. Il est tout à fait honorable que nous cherchions des solutions pour circuler en polluant le moins possible notre environnement. Mais la hausse des taxes imposées par le gouvernement n'est pas la solution. Nous sommes déjà dépendants des cours du pétrole. Il n'est pas question qu'en plus nous subissions une augmentation des taxes. La pétition en ligne rencontre un succès impressionnant. Une deuxième publication, une vidéo cette fois, va continuer à cristalliser le mouvement.
18 octobre 2018, l'automne arrive et le visage de Jacqueline Moureau envahit les écrans et les comptes Facebook de toute une partie de la France. Avec sa coupe au carré argentée et ses lunettes papillons, Jacqueline est bretonne, accordéoniste et hypnothérapeute. Bonjour à tous. Alors je viens faire une petite vidéo coup de gueule. Jacqueline Moureau a décidé d'utiliser Facebook pour s'adresser directement au président de la République. J'ai 2 petits mots à dire à Monsieur Macron et son gouvernement. Quand est-ce que ça va se terminer, la traque aux conducteurs que vous avez mis en place depuis que vous êtes là ? Parce que là, on atteint des sommets. J'ai fait une petite liste de ce qu'on subit depuis que vous êtes là, mais on en a plein les bottes. C'est clair ? Les nouveaux contrôles techniques. La moitié des voitures ne passent plus. Vous vous en foutez, vous roulez avec un parc qu'on vous offre et qu'on vous paye. La hausse du prix du carburant, 1,50 €, mais tout le monde s'en fout, personne ne dit rien. Pourquoi on dit rien ? Parce qu'on n'a pas les moyens d'être dans la rue, parce qu'il faut qu'on paye les impôts que vous nous avez gentiment envoyés là pour la fin de l'année. Donc, ça va durer jusqu'à quand ça ? Ensuite, alors aujourd'hui, c'est les péages à l'entrée des grandes villes. Non mais... vous croyez où, là ? Et je suis certaine qu'il y a au moins 80% des gens qui m'écoutent qui sont d'accord avec moi. Et en effet, derrière leurs ordinateurs et leurs smartphones, il y en a beaucoup qui sont d'accord avec Jacqueline Moureau. Et ceux-là, en ligne, lancent un mot d'ordre. Placer son gilet jaune, le gilet de sécurité qui se trouve obligatoirement dans toutes les voitures, à l'avant du tableau de bord, pour qu'il soit visible à travers le pare-brise, en signe de protestation. Du gilet jaune sur le pare-brise, il ne faudra que quelques semaines pour que celles et ceux qui sont en colère ne l'enfilent et ne s'installent sur les ronds-points. En France et aussi en Belgique, devant les cuves du dépôt de Total Energy à Feluy. Ici, c'est la première action qu'on a fait, déjà parce que le carburant, le prix du baril n'a pas augmenté depuis 2016, c'est les mêmes plus bas. Par contre, les accises ont augmenté de facilement 65%. Les accises qui ne vont pas qui sont pas servies pour les travaux publics, donc on se demande vraiment ce qui va cet argent-là. Après, il y a d'autres taxes, d'autres actions qui vont être prévues certainement par la suite, si ça ne bouge pas. Est-ce que pour vous, ça devient de plus en plus difficile de boucler la fin de mois ? C'est pour ça que vous êtes présent ? Oui, très dur même, parce que même avec un salaire temps plein et à mi-temps, 100 € sur le mois, fin du mois, on doit se priver. On a ceinture directement. Donc on ne sait même plus vivre, quoi. On est vraiment là, on paye que les taxes, on fait que ça, quoi. C'est le prix de l'essence, les taxes sur la bagnole, mais aussi un mal plus large que veulent exprimer les gilets jaunes. Celui des fins de mois interminables qu'il devient impossible de boucler sereinement. Le mouvement se structure autour des ronds-points et sur Facebook. Des personnalités émergent, Jacqueline Moureau, Priscilla Ludowski, mais aussi Éric Drouet, Maxime Nicole. Dans des lives Facebook interminables, ils structurent une communauté gigantesque qui va se rassembler un peu partout en France le 17 novembre 2018 pour l'acte 1 du mouvement des Gilets jaunes. Près de 300 000 personnes répondent à l'appel. Et écoutez, je suis surtout ici par solidarité. J'ai des difficultés financières comme tout le monde, à cause justement de toutes ces taxes, quoi. Moi, je suis à bout. Vous disiez, vous n'avez jamais manifesté ? C'est la première fois que je manifeste. Et j'ai 45 ans et demi d'activité et je n'ai jamais manifesté, c'est la première fois. C'est une colère sociale inédite. Des manifestants d'un nouveau genre occupent les routes de France. Et personne ne sait vraiment comment les qualifier. Mais qui sont-ils finalement ces gilets jaunes ? C'est un mouvement spontané, constate Libération, spontané mais récupéré. Récupéré et néanmoins spontané. Difficile de ne pas entendre les fâchés, ils bloqueront samedi les autoroutes chez nos voisins, mais difficile aussi de ne pas exprimer quelques réticences quand les fachos parlent pour les fâchés. Le Figaro ce matin endosse aussi ce gilet du protestataire. La panne sèche qui menace, la grande vérité qui encrasse ce quinquennat, écrit le quotidien, c'est le poids grandissant des taxes. Et le pouvoir en place aura beau faire ce qu'il veut face à l'émotion, contre la colère, la raison est et reste bien impuissant. Ces grandes journées de mobilisation prennent le nom d'actes. L'acte 1, le 17 novembre, se passe de manière relativement calme. L'acte 2, le 24 novembre, la colère monte. L'acte 3 verra donc ce qui a été appelé sur le moment la prise de l'Arc de Triomphe.
ce 1er décembre, où les forces de police ont été débordées. Le lendemain, le syndicat des commissaires de police réagit via son secrétaire général, David Lebars. Moi, je rappellerai quand même que quand on agresse à ce point-là les symboles de la République et en particulier des gendarmes ou des policiers, ce sont des citoyens qui s'agressent les uns envers les autres. Et je crois qu'il y a un moment, il faut savoir, pour les responsables politiques, et moi je vais le faire en tant que responsable policier et syndical, il faudrait peut-être appeler à la raison et au calme parce qu'on est en limite de rupture sur ce service d'ordre. Aujourd'hui, ce sont des policiers et gendarmes qui ont en face d'eux des citoyens. Il ne s'agit pas de dire s'ils sont bons ou mauvais, ils ont en face d'eux un mouvement qui est inédit et ils ont conscience également qu'ils sont face à un danger qui les met eux-mêmes en insécurité. Alors évidemment qu'ils sont engagés, ils sont responsables, mais ça ne peut pas continuer comme ça, on est dans un désordre complet. Dans les semaines qui suivent, la violence ne va pas s'apaiser. La police va commencer à utiliser des armes que l'on qualifie de sublétales, comme les LBD, les lanceurs de balles de défense. Ces armes vont faire des centaines de blessés, dont des dizaines de personnes éborgnées ou qui ont perdu l'usage d'une main. Parmi les revendications des Gilets jaunes, il y avait également le référendum d'initiative citoyenne, connu sous le nom de RIC. Cette revendication n'a pas été entendue, mais le gouvernement d'Emmanuel Macron a lancé un grand débat national qui devait faire entendre les revendications des Français par un grand processus participatif. 63% des personnes qui soutenaient les Gilets jaunes ont considéré que ce grand débat national avait été un échec. C'était aussi l'opinion de 49% des Français. La première, l'histoire continue. 5 ans plus tard, que retenir du mouvement des Gilets jaunes? C'est ce qu'on va essayer de faire dans cette émission avec vous. Arnaud Mercier, vous êtes professeur en sciences de l'information et de la communication à l'université Panthéon-Assas. Vous êtes avec nous en duplex depuis Paris. Alors ce mouvement, il est né un peu hors des radars des médias, en tout cas au tout début. C'est quelque chose qui a surpris les journalistes dans un premier temps, un peu désemparés? Oui, très très clairement. Surpris et... peut-être même que dans certaines rédactions, il y avait un peu de mépris, il faut dire les choses. C'est-à-dire que, comme le gouvernement d'ailleurs, on sait que Castaner avait dit, bon, en fait, c'est un mouvement de gars qui veulent continuer à fumer, à rouler au diesel et polluer. Enfin, vous voyez, il y avait un peu de mépris de classe ou quelque chose comme ça. Mmh. Et là, il y avait peut-être dans certaines rédactions même une forme de condescendance vis-à-vis de gens qui... avaient l'air d'être là simplement pour protester et qui n'avaient pas l'air, ce qui était vrai d'ailleurs, d'être très structurés politiquement, y compris en termes de revendications, si ce n'est bien sûr la baisse des taxes sur l'automobile, mais aussi de plusieurs éléments. Ça a été dit un petit peu. Il y avait eu en même temps le contrôle technique qui était renforcé et qui faisait que les gens qui roulaient avec des voitures plus âgées risquaient de ne plus pouvoir rouler ou alors d'avoir des énormes sommes de réparation aux garagistes. Et puis il y avait aussi les 80 km/h sur les routes départementales, parce que c'est un mouvement très rural au départ. Donc tout ça a convergé, mais sans être très structuré politiquement, et donc il n'y avait pas les cadres habituels de saisie par les journalistes. Est-ce que le fait aussi que ce mouvement soit né en ligne, est-ce que ça a aussi quelque part empêché la perception par les journalistes de l'importance du mouvement? C'est vrai que, on peut en parler parce qu'on est nous-mêmes journalistes, ça a pris du temps avant qu'on se dise que ce qui se passait en ligne, c'était aussi ce qui se passait quelque part dans la vraie vie. Oui, tout à fait, vous avez raison d'ailleurs, mais en même temps, c'est intéressant dans le cadre de cette étude qu'on a fait pour le livre. À un moment, moi, j'ai retrouvé un journaliste d'un journal de province à Niort, la République du Centre, qui avait l'habitude de couvrir les mouvements sociaux, vous savez, fermeture d'hôpital, protestation pour une entreprise qui licencie, des choses comme ça, enfin les trucs ordinaires, j'allais dire, de la mobilisation, et qui a compris en discutant avec les gens qu'ils avaient un groupe Facebook, et il est allé s'inscrire parce qu'à l'époque, c'était plutôt un outil de coordination et de discussion en interne. Donc, il y est allé, il s'est inscrit, il a observé et il a eu tout de suite le réflexe, on était au printemps 2018, de dire mais
il se passe un truc bizarre. En plus, il y avait des choses, il citait des sociologues, des philosophes, il y avait des gens qui avaient dit qu'il n'y avait pas du tout le profil habituel, et en même temps, il dit que c'était une espèce d'osmose démocratique, comme ça, un peu, qui partait dans tous les sens, et lui, ça lui a fait prendre conscience qu'il y avait vraiment quelque chose qui était en train de se cristalliser, qui était différent, et il a fait un très bon papier en mai, dans lequel il décrit un phénomène qui allait être, en fait, il décrit quasiment le mouvement des Gilets jaunes, sans avoir conscience que c'est déjà les Gilets jaunes, ce qui prouve que, avec quand même du temps, un peu de curiosité, il y avait peut-être les moyens d'être un peu plus attentif du côté des médias sur le caractère inédit des choses. Et là, en fait, on est rentré plutôt dans quelque chose qui était, ça sort du cadre, ça sort des routines, donc pour l'instant, on n'appréhende pas bien, donc on laisse un peu de côté. Parmi les difficultés à identifier effectivement pour les journalistes ce phénomène qui était en train de naître, vous l'avez d'ailleurs évoqué, la question des revendications. Quelles étaient les revendications des Gilets jaunes? J'ai posé la question à Marc Zune, qui est professeur de sociologie à l'UC Louvain, et lui il est allé auprès des Gilets jaunes belges justement pour tenter de comprendre à ce moment-là quelles étaient leurs revendications. On l'écoute. Ces revendications sont, au départ, quand on a été observé les points de blocage, étaient extrêmement diversifiées. Il y a bien entendu celle qui était la plus explicite, qui était la contestation de l'augmentation des prix des carburants. Mais en réalité, quand on interrogeait les personnes, il y avait énormément d'éléments qui ressortaient. C'était bien entendu la vie chère, c'était bien entendu le manque de reconnaissance de des situations qui étaient vécu. C'était aussi le prix de l'école, par exemple, ou des craintes par rapport à des évolutions culturelles ou des symboles culturels, des craintes aussi par rapport à l'immigration, mais aussi des revendications en termes de changement de la démocratie, du fait de ne pas être entendu. Donc des éléments qui pouvaient être quand même très épars, très individuels, et le mode d'action des Gilets jaunes avait ceci de particulier que il s'agissait à la fois de mode d'organisation très latéral, très horizontal, avec une très grande défiance par rapport à toute récupération de leaders déjà installés. Et un autre point, c'est de donner une légitimité et une audience à toutes les expressions individuelles. Ça voulait pas dire qu'elles se valaient toutes, mais elles avaient toutes le droit d'être exprimées. On l'a vu par exemple très symboliquement sur le port de ce gilet jaune et de la manière par laquelle chaque participant, quand il y avait des manifestations, mais aussi sur des blocages, écrivait au fond les raisons de leur colère, toute singulière au fond, sur leur gilet. Et donc c'est un point qui était un peu connu, qu'on a pu observer à l'étranger dans toute une série d'autres formes de mouvements sociaux un peu assez similaires. On peut penser à Nuit debout en France et en partie en Belgique et d'autres, mais c'était une des premières fois, me semble-t-il, qu'on voyait assez explicitement cette volonté de se manifester dans l'espace public à la fois en groupe, mais en demandant que soit reconnu, que soit explicite, que soit manifeste, entendu, les significations toutes individuelles que les personnes voulaient apporter au fond à travers leur participation. Et de ce point de vue-là, les mots d'ordre, au fond, la structuration des revendications concrètes, alors étaient essentiellement de deux ordres sur le plan socio-économique. La vie chère, la fiscalité inadéquate, les craintes par rapport à l'avenir. Et puis, d'autre part, une crise de la représentation démocratique, la volonté d'être entendu, de ne pas se reconnaître dans soit la manière par laquelle fonctionnent les institutions politiques existantes ou les corps intermédiaires qui semblaient ne pas être des relais efficaces de leurs revendications. Arnaud Mercier, on entend Marc Zune expliquer à quel point les Gilets jaunes, ça a été
quand même un agglomérat de revendications singulières et individuelles. Est-ce que, quelque part, du côté des journalistes, il y a eu aussi des perceptions très différentes en fonction des journalistes et en fonction des médias? On sait que c'est un mouvement, et c'est ce qu'on expliquait en début d'émission, qui est vraiment protéiforme, qui trouve toutes sortes d'explications. Il y a toutes sortes de fils à tirer pour essayer de comprendre ce mouvement. Est-ce qu'il y a eu un traitement hétérogène, en fait, de ce mouvement des Gilets jaunes par la presse? Oui, fatalement, hein, vu l'ampleur et vu effectivement l'hétérogénéité, ça ne pouvait pas être autrement. Mais en fait, ça a mis du temps à se construire, parce que le premier mouvement, qui est assez commun aux médias, c'est d'être un peu désarçonné, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous savez, le travail du journaliste repose, un des acquis de la sociologie du journaliste, c'est la capacité à routiniser. Ça veut pas dire à faire tout le temps la même chose de façon feignante et autre, mais c'est-à-dire que face à la difficulté d'appréhender le fait que tous les jours il y a des nouveaux sujets, il y a des etc. Il y a une tendance très forte dans le milieu à essayer de trouver des cadres d'analyse que l'on peut reproduire après en les modifiant pour ce qu'il faut, et puis à routiniser aussi en identifiant par exemple des acteurs, et donc il y a des syndicats. Un bon journaliste, c'est quelqu'un qui a un carnet d'adresses, qui a le 06 de tel leader syndical, etc., de tel leader politique, à qui il peut même off the record demander un peu ce qui se passe. Et là, on ne sait pas qui sont ces gens-là, on n'a pas leur contact. En plus, une partie déteste la presse et s'en méfie comme de la peste, donc ils ne veulent pas entrer en contact avec les journalistes. Donc c'est extrêmement compliqué à saisir. Et donc effectivement, certains ont commencé par insister que sur l'aspect le plus évident qui était taxe, d'autres ont commencé à saisir assez vite qu'il y avait quand même des différences, mais on a mis un petit peu de temps à comprendre que par exemple il y avait des ronds-points qui étaient plutôt, on va dire pour faire simple, d'extrême droite et des ronds-points plutôt d'extrême gauche, et qu'il y avait effectivement des revendications complètement divergentes sur l'immigration par exemple. Et puis il y a eu tout cet aspect violence qui a été qui n'a pas été traité tout de suite, et y compris la violence contre les journalistes. C'est très étrange, mais il y a eu des mouvements de rejet des journalistes, d'altercation par les manifestants contre les journalistes, et ils ont mis beaucoup de temps à en parler dans la presse, alors qu'on aurait pu penser que par réflexe corporatiste, ils allaient s'insurger, mais non. Et puis pareil, les violences policières, ça a mis un temps infini avant qu'on se rende compte qu'il y avait vraiment des abus. Arnaud Mercier, vous diriez que ça reste un moment d'incompréhension mutuelle, j'ai peut-être envie de dire, entre un mouvement social et je ne sais pas si on peut dire les journalistes en général, parce qu'il y a beaucoup de différences dans le métier, mais notamment le fait qu'il y ait eu dès le départ une forme d'hostilité de la part de certains des Gilets jaunes envers les grands médias ou les médias, souvent associés au pouvoir, et puis du mépris, vous disiez même peut-être du mépris de classe, c'est chez certains journalistes, envers ce mouvement qui n'était pas parisien, qui était un mouvement qu'on comprenait mal, qui était un mouvement plus populaire. On en est sorti, vous pensez, de cette incompréhension mutuelle ? Oui, je pense. Il y a eu une prise de conscience. Et ça s'est retrouvé notamment dans ces séminaires de recul critique qu'on proposait aux journalistes. Je prendrai un seul exemple. À France Télévisions, le groupe France Télévisions, ils en ont tiré par exemple une conséquence qui était de dire, on est un peu déconnecté des réalités du terrain. On est un peu trop parisianiste, etc. Donc maintenant, il va falloir angler plus les sujets sur le territoire, etc. Et ça a donné lieu à des consignes très concrètes. Et ça, vous diriez que c'est resté aujourd'hui ? Ah oui, absolument. Et c'est encore aujourd'hui, dans les journaux télévisés, vous voyez qu'il y a énormément de sujets. Alors, nos correspondants à Rennes, nos correspondants à Limours, à ceci, à cela. Enfin bref, il y a cette idée qu'il faut mailler le territoire, qu'il faut prendre les problèmes des gens du point de vue de ces territoires et du point de vue, j'allais dire, de la base des Français. Et ça, je pense qu'il y a eu une vraie prise de conscience, qu'il y avait un décalage. C'est bien ce qui était reproché. Et vous savez, je trouve que c'était très intéressant, les Gilets jaunes, parce que c'est un gilet fluorescent qui vous permet d'être vu la nuit, etc. Et précisément, une des revendications politiques fortes des Gilets jaunes, c'était « nous sommes des invisibles ». Notre détresse n'est pas vue par les politiques, etc. Et c'est pour ça qu'ils accusaient les journalistes de façon indifférenciée, y compris la presse locale hyper donc de proximité et pas la presse nationale, etc., en disant « vous avez contribué à notre invisibilisation politique parce que vous, les médias, vous n'avez pas parlé de notre situation ». Et c'est pour ça qu'ils mettaient un amalgame entre les politiques et les journalistes.
Un mot encore, vous l'avez évoqué, des violences policières. C'est quelque chose qui a pris aussi beaucoup de temps, en fait. Il y avait beaucoup de blessés dans les manifestations, beaucoup de blessures graves surtout, qu'on ne voyait pas jusque-là dans les manifestations à cause notamment de ces LBD, ces lanceurs de balles de défense. Ça, c'est aussi assez particulier. Dans mon souvenir, c'est d'abord plutôt les sites qui faisaient du fact-checking à l'époque, qui ont commencé à travailler là-dessus plutôt que les rédactions généralistes des médias, et qui peu à peu ont mis cette question-là à l'agenda médiatique, entre guillemets. Oui, on peut même carrément dater et identifier la première personne qui a vraiment œuvré. C'est David Dufresne, journaliste indépendant, qui, sur Twitter, a documenté à travers toutes les... Parce qu'évidemment, c'est un mouvement... Il avait un compte Allo Place Beauvau, c'est ça ? Il avait le hashtag Allo Place Beauvau qui a donné lieu à un site et dans lequel il recensait toutes les vidéos prises par les manifestants qui témoignaient justement des violences subies. Et ça a été une nouvelle manière de faire du journalisme aussi. Utiliser les vidéos qui étaient en ligne pour comprendre ce qui se passait. Tout à fait. Et David Dufresne a d'abord un peu galéré, si vous me permettez l'expression, pour arriver à convaincre des confrères qu'il connaissait bien, puisqu'avant d'être journaliste indépendant, il avait été journaliste à Libé et autres, en disant « Mais les gars, vous voyez ce qui se passe là ?» Il y avait aussi une sorte d'aveuglement. Ça a mis du temps. Oui, absolument, absolument. Et puis peut-être aussi, vous savez, vous avez commencé d'ailleurs l'émission par ce choc qui a été un choc immense, à la fois pour les Français, pour les forces de l'ordre, pour les politiques, qui a été le saccage de l'Arc de Triomphe. Et sur cette base-là, avec le niveau de violence que ça avait atteint, il y a eu quand même un peu un réflexe un peu sécuritaire du genre, on peut pas laisser ces gens-là faire n'importe quoi. Et donc, je pense que ce moment-là a aussi retardé la prise de conscience du fait qu'il fallait documenter du point de vue des journalistes aussi la violence qui était faite contre les Gilets jaunes, parce qu'il y a eu sans doute un petit moment où le réflexe a plutôt été de dire ces gens-là sont pas fréquentables, on peut quand même pas les soutenir, ou quelque chose comme ça. Que retenir du mouvement des Gilets jaunes ? C'est le sujet de notre émission. On l'oublie, mais il y a eu une version belge des Gilets jaunes. Oui, plusieurs centaines, milliers de personnes se sont aussi retrouvées sur Facebook et ont choisi un mode d'action un peu différent de celui des Gilets jaunes. Alors qu'en France, on occupait les ronds-points et on manifestait dans les villes, eh bien, en Belgique, les Gilets jaunes, eux, ont décidé de bloquer le dépôt pétrolier de Feuilluy pour tenter d'assécher les pompes à essence du pays. Le sociologue Marc Zune avait suivi ces Gilets jaunes. Il m'a expliqué qu'il avait été confronté à ce moment-là à une énigme. C'est une sorte d'énigme que j'avais un peu en tête, qui consistait à se dire, mais comment des personnes qui ne se connaissent pas, ne sont pas liées a priori à une organisation préexistante, comment en sont-elles arrivées à descendre dans l'espace public et à mener des actions comme elles ont pu le faire donc en 2018. Ce que je veux dire par là, c'est que on s'est rendu compte que en fait, ça faisait déjà plusieurs semaines, plusieurs mois qu'il y avait une série de groupes de discussion essentiellement sur Facebook. Il y avait une base là de contestation, mais essentiellement écrite, je dirais, ou à travers les réseaux sociaux qui s'étaient manifestés. Et donc l'énigme, c'est pour nous de se dire, mais comment on passe de ce que certains appellent du militantisme du clic ou du militantisme du post au fait de sortir et d'aller dans l'espace public et de se manifester physiquement. Et le caractère ici inédit, à mon sens, en tout cas comparativement à la situation française, a été le mode d'action collective qui a été mis en place, qui a consisté à bloquer les dépôts pétroliers de Feuilluy et puis d'une série d'autres dépôts dans la région namuroise, à Liège aussi, dans les Hainaut, qui a été préparé suivant des modes qui semblaient un peu inédits, des réunions sur des parkings de supermarchés le dimanche. Cette action collective, elle s'est passée en fait des structures habituelles, comme les syndicats par exemple ? Tout à fait. Donc ça, c'est le deuxième point. C'est comment une contestation a pu s'élaborer
sans avoir, on pourrait dire, d'organisation, un appareil, des leaders, des personnes qui ont l'habitude de faire ce genre d'action. Effectivement, on s'est tout de suite dit, mais comment ça peut se faire en marge d'organisations qui habituellement sont les plus attendues et les plus professionnelles, on pourrait dire même presque dans l'organisation de cette contestation, qui sont les organisations syndicales, qui en grande partie n'ont pas vu venir cet élément-là, n'ont pas vu venir non plus parce que ce mode d'action directe de blocage, de frapper l'économie en son cœur, n'était pas le mode le plus privilégié de contestation. Les organisations syndicales sont plutôt sur le mode d'un répertoire d'action, sur la manifestation qui est prévue à l'avance, qui est organisée, qui fait l'objet de négociations avec la police sur l'occupation de l'espace public, alors qu'ici on était dans quelque chose de complètement imprévisible qui a pris tout le monde un peu par surprise. Et vous diriez que ce mode d'action direct du blocage, c'est quelque chose qui depuis lors a perduré en Belgique ? A perduré, oui et non. C'est-à-dire qu'on le connaît sous d'autres formes. Par exemple, la désobéissance civile d'activistes du climat qui mobilisent ce répertoire-là. Mais d'une manière générale, on est plutôt dans une période où l'imprévisibilité de la manifestation dans l'espace public est plutôt réprimée et fait l'objet, notamment du fait de décisions judiciaires qui cherchent à voir quelle est à attribuer la responsabilité quand il y a ces formes d'action qui se manifestent imprévisibles, a tendance plutôt à les réprimer. Donc il y a plutôt un mouvement qui consiste à rendre beaucoup plus difficile ces formes d'action directe du fait des perturbations qu'elles occasionnent, du fait que ça prend tout le monde par surprise, que c'est imprévisible et que on ne sait jamais comment ça peut évoluer, d'autant plus quand il n'y a pas de leader autoproclamé, qu'il n'y a pas une organisation qui est connue là derrière. Personne ne sait comment gérer véritablement cette situation. Et ce qui en fait une forme de rapport de force qui est assez incontestable en même temps. Arnaud Mercier, est-ce que les plaies entre les journalistes et ces nouveaux mouvements sociaux ont été refermées depuis l'époque des Gilets jaunes ? En tout cas, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais en Belgique, c'est depuis ce moment-là que de plus en plus souvent, les journalistes, et notamment ceux de la RTBF, s'équipent d'équipements spéciaux, voire de garde du corps pour aller sur ce genre de manifestation. Non, ça c'est pas du tout refermé, à la fois parce qu'il continue à y avoir une défiance vis-à-vis des médias, mais aussi parce qu'il y a aussi une défiance des journalistes vis-à-vis de certaines techniques de maintien de l'ordre. Il y avait un journaliste dans le séminaire qui disait ma femme me dit j'allais aux manifs le samedi, elle a commencé à s'inquiéter, mais t'as pas signé pour faire du journalisme de guerre, donc il y a eu cette espèce de traumatisme qui est resté, et qu'effectivement les journalistes continuent à s'équiper dans un certain nombre de manifs en se disant maintenant on sait jamais, le casque, le gilet pare-balles, le masque anti-gaz, et puis il y a toujours cette défiance. Et ce mouvement il se continue aussi, il faut le savoir, sur les groupes Facebook, ils se sont pas éteints, ils continuent. Moi je dirige une thèse justement d'une doctorante qui travaille sur qu'est-ce qui continue à s'échanger, à dire. Il y a une espèce d'effervescence démocratique de l'autre côté et qui continue à exprimer une défiance vis-à-vis des journalistes et des médias en général et une défiance vis-à-vis du politique. Donc le mouvement n'est pas du tout éteint. On pourrait dire que les braises couvent encore. Pour vous, et on va peut-être terminer là-dessus, qu'est-ce qui est le grand enseignement pour les journalistes de ce mouvement des Gilets jaunes ? Il y a sans doute une forme de sensibilité beaucoup plus forte à finalement un climat, et qui est un climat très très fort et très lourd. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, l'interprétation principale du mouvement des Gilets jaunes, c'est que c'est la première rébellion de gens qui se sentent victimes de la mondialisation et d'un déclassement social. C'est-à-dire c'est l'effritement de la classe moyenne par le bas, parce que beaucoup c'était des petits artisans, des petits commerçants, des choses comme ça, des gens qui justement d'habitude ne se mobilisent pas. Vous avez tout à l'heure donné la parole à quelqu'un qui disait c'est la toute première fois, ça fait 40 ans que je travaille et c'est la première fois que je manifeste. Donc il y a une sensibilité
à quelque chose qui est que il n'y a pas que des gagnants de la mondialisation, il y a aussi des perdants et qu'il faut être attentif à cette détresse sociale et puis sans doute revenir vers le terrain, vers des choses très très concrètes, très terre à terre sur l'expression des premières frustrations, des premières revendications pour être très tôt collé à ces aspirations, ces frustrations qui s'expriment dans l'opinion, notamment à travers les réseaux sociaux ou dans quelques manifestations qui sont très locales, mais qui peuvent après s'agréger et se reproduire ailleurs. C'est exactement ce qui est en train de se produire depuis plusieurs mois avec les agriculteurs et le fait qu'il y ait des blocages en France, et pas qu'en France, c'est pas tiens, tout d'un coup, ils se sont dit machin. Il y a l'expression d'un ras-le-bol et de frustration qui dure depuis des mois, et là, on a l'impression que tout d'un coup, il y a une crise agricole, alors qu'en fait, elle était déjà là, elle s'exprimait, mais de façon très locale, sur des supports de communication divers et variés, et qu'on l'a peut-être là aussi pas trop vu. Écoutez ce qui se joue à bas bruit, c'est peut-être plus que jamais ce que les journalistes doivent faire aujourd'hui. Merci beaucoup Arnaud Mercier. Je rappelle que vous êtes professeur à l'université Panthéon-Assas, professeur en sciences de l'information et de la communication, et vous avez coécrit un ouvrage, Les Gilets jaunes, un défi journalistique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cet épisode. Éclairer le passé pour raconter le présent, c'est ce qu'on fait dans l'Histoire continue. Avec les archives de la Sonuma, une émission réalisée par Jonathan Remy et coordonnée par Émilie Malice.